Du coup, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est comment utiliser les outils proposés par Unity pour améliorer le rendu visuel de vos projets. Donc l'idée, c'est vraiment aller vers du rendu très réaliste, parce qu'en fait, ces dernières années, Unity a vraiment mis l'accent sur tout ce qui est rendu, parce qu'il avait pas mal de concurrence avec Unreal. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des astuces. Je vais commencer par des slides pour vous présenter les outils, et ensuite j'ai préparé pas mal de projets pour vraiment mettre en pratique. Et j'ai fait quelque chose sans code, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir de technique. Ça sera visuel et ça sera de la configuration. Et ce que vous allez voir là, ça peut être vraiment appliqué sur n'importe lequel de vos projets. Donc du coup, on va commencer par les matériaux PBR. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est des matériaux qui réagissent à l'environnement en fait. Avant, quand vous développez des jeux, il fallait créer des matériaux qui rendaient bien pour votre scène spécifiquement. Aujourd'hui, Unity propose un nouveau type de matériel qui fonctionne indépendamment de l'environnement, de l'éclairage. Ça va s'adapter dynamiquement en fait à votre environnement. Le rendu est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile à prédire puisque ça va vraiment réagir euh, à votre décor. Ces matériaux permettent aussi de calculer tous les rayons lumineux qui les heurtent et ça permet d'avoir les bons reflets, etc. Donc voilà un petit exemple. Là, c'est juste un modèle 3D d'une radio. Et vous voyez, là, l'image est découpée en plusieurs morceaux. Et en fait, chaque morceau, c'est un décor différent. Et vous voyez que le modèle 3D est différent en fonction de son environnement. En fait, la texture ici, cette partie-là, elle est métallique. Et au niveau la partie métallique réfléchit la lumière. Et vous voyez que la lumière est différente en fonction de l'environnement. Alors en fait, ce qu'on peut faire avec ces nouveaux matériaux, c'est mettre des textures de détail. Donc normalement, vous avez une texture qui colore votre objet. Donc vous mettez votre texture, c'est la couleur. Mais avec ce nouveau type de matériaux, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle les textures de détail. Il y a des textures qui permettent de faire par exemple du relief, ou des textures qui permettent dans ce cas-là de définir quelle zone est métallique. Donc ça ressemble à ça, une texture de détail. C'est une texture du coup toute noire. Et la partie qui est blanche, ça va indiquer quelle partie du modèle 3D est métallique. Et du coup, cette partie-là sera beaucoup plus impactée par l'environnement autour. Donc après, vous pouvez définir plein de types de textures. Vous pouvez définir, comme je vous l'ai dit, des textures qui permettent de simuler le relief. Vous pouvez définir des textures qu'on appelle d'occlusion. Ça va permettre de définir les endroits où vous allez pouvoir mettre des ombres. Et vous avez tout un tas de textures, vous avez une dizaine de textures de taille possibles. Là, c'est un exemple de scène que j'ai faite moi-même. J'ai récupéré un modèle 3D de briquet sur internet, sur SS Store. Et ce briquet, je l'ai configuré, je l'ai mis un shader PBR. Et j'ai défini ici comme étant un type métallique, ici comme étant un type plastique. Si vous regardez sur Unity, vous cherchez Unity Material Calibration. Et Unity donne une fiche mémotechnique en fait avec les valeurs qu'il faut mettre en fonction du matériel, si c'est métallique, si c'est plastique. Donc vous cherchez ça, ça s'appelle Unity Calibration et ça va vous permettre d'avoir les bonnes valeurs. Et donc ce briquet, je l'ai mis dans une scène en plein jour et dans une scène au crépuscule et sans changer la texture, on voit que ça s'adapte parfaitement à l'environnement. Donc ça c'était pour les matériaux. Du coup, une des parties les plus importantes dans Unity, c'est l'éclairage. L'éclairage, c'est ce qui va vraiment vous permettre de voir les objets. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Et du coup, l'éclairage, c'est ce qui va vraiment permettre de voir les objets. Et on va voir qu'il y a plusieurs façons d'éclairer nos scènes. Et en fonction du type d'éclairage que vous allez mettre, le rendu sera vraiment très différent. Donc comme j'ai dit, l'éclairage, ça permet de voir des objets. Il faut savoir que par défaut, Unity met quand même une petite lumière d'ambiance. Si vous avez aucune lumière sur votre scène, vous allez quand même voir vos objets. Unity met en place une petite lumière qui
permet justement de pouvoir travailler, mais cette lumière, vous pouvez la désactiver dans les options pour contrôler vraiment vous-même votre éclairage. Donc il y a plusieurs façons d'éclairer. Basiquement, il y a surtout deux principales façons. C'est soit vous utilisez de l'éclairage temps réel, vous mettez un soleil, vous mettez une lampe, c'est l'éclairage temps réel. Votre objet va être éclairé en live. Si la lumière se déplace ou si l'objet se déplace, tout va bouger, les ombres vont bouger. Et vous avez un autre type d'éclairage qui est l'éclairage précalculé. Donc là, vous allez faire le calcul en amont. Alors l'avantage de l'éclairage précalculé, c'est que tout le calcul est fait en amont, ce qui fait que c'est beaucoup moins lourd à calculer en temps réel. Parce que imaginons que vous ayez un open world dans une énorme ville, si l'éclairage doit être calculé en temps réel, ça va être très 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 lourd à calculer pour votre PC. Et niveau optimisation, c'est pas top. Donc on a l'éclairage précalculé. Et aussi un autre avantage, c'est que vous pouvez avoir vraiment des effets lumineux très très poussés. On verra ça tout à l'heure. On peut avoir des effets lumineux très poussés qui permettent d'avoir vraiment un éclairage très réaliste. Parce qu'en fait, quand vous êtes, quand vous êtes chez vous, si vous avez une tapisserie, si ça existe encore, si vous avez une tapisserie rouge et que vous éclairez votre tapisserie avec une lumière, si vous avez une table blanche, la table aura tendance à tirer un peu vers le rouge. Parce qu'avec la lumière blanche est absorbée, c'est surtout la lumière rouge qui est reflétée. Et la lumière précalculée d'Unity permet de faire ça. Le désavantage de la lumière précalculée, c'est que justement, c'est plus dynamique. Ça veut dire que si vos objets bougent, les ombres resteront au sol fixées, puisque c'est précalculé. Après, il y a une autre façon de faire. J'ai dit qu'il y avait deux façons d'éclairer, mais en fait, il y en a un peu plus que deux. C'est possible de combiner les deux façons d'éclairer. Vous pouvez très bien dire que tel ou tel objet est statique. Donc les objets qui sont statiques, qui ne bougeront jamais, vous allez pouvoir les définir. Et ainsi, on va pouvoir précalculer la lumière pour ces objets. Et pour les objets dynamiques, vous allez pouvoir appliquer une lumière temps réel. Après, il y a vraiment beaucoup de façons d'éclairer. Sur le site officiel d'Unity, il y a plein d'astuces qui vous sont données. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher Lighting Unity. Et il y a pas mal de conseils qui sont donnés en fonction du type de projet. Parce qu'en fait, votre choix au niveau de l'éclairage, ça sera fait en fonction de votre type de projet. Ici, j'ai mis une petite capture d'écran d'un projet qui est éclairé par une lumière directionnelle. En fait, là, c'est une pièce. Il y a une lumière qui arrive comme ça. Et en fait, la lumière, elle passe au travers d'une fenêtre. Et du coup, ça éclaire la pièce. Et on voit qu'on ne voit rien du tout, en fait. Et dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, les zones qui ne sont pas éclairées sont quand même visibles, puisque la lumière rebondit en fait. Quand vous allumez votre lampe de chevet, ça éclaire pas que le sol, vous voyez le plafond, même si votre lampe de chevet n'éclaire pas le plafond. Et du coup, ça, c'est un exemple de lumière précalculée avec les rebonds. Alors, Unity a mis en place un système assez récemment qui est utilisé maintenant notamment par la plupart des jeux vidéo. Ça s'appelle le système de Global Illumination. Alors ce système permet de reproduire le comportement complexe de la lumière. En fait, ce système, ça va vous permettre de faire un précalcul. C'est un système qui va précalculer le maximum de choses en amont, au niveau de la lumière, je parle, mais qui va vous permettre de faire quand même de l'éclairage temps réel, ou du moins simuler un éclairage temps réel. Ce que ça va faire, c'est que ça va pas précalculer votre scène sous forme de texture, parce que c'est ce qui se passe quand vous faites du précalcul, ça crée une texture, des ombres et des lumières. Là, ce système, il va faire un précalcul en amont, mais ce précalcul va prendre en compte tous les angles possibles que peut prendre votre lumière, par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir tourner votre lumière en temps réel, comme si le soleil se lève et se couche, et ça va pouvoir reproduire les rebonds lumineux de façon réaliste. Donc au niveau des avantages, le rendu est très réaliste. Ça permet de calculer la lumière, les rebonds, les ombres. Quand je dis que ça demande beaucoup de ressources et de temps de calcul, c'est déjà en amont. Quand vous avez une très grande scène et que vous faites un précalcul, ça peut mettre par exemple toute une nuit à précalculer votre éclairage, en fonction de la taille de votre scène. Mais bon, après, c'est comme ça, même les grosses boîtes, ça se passe comme ça. Et après, bien sûr, c'est possible de combiner ce système avec d'autres systèmes de façon à optimiser. Vous pouvez faire un précalcul que sur de la géométrie statique et du temps réel, pareil pour les objets dynamiques. Donc là, c'est un exemple de projet que vous pouvez retrouver sur Unity. Quand vous allez sur le site officiel d'Unity et que vous cherchez justement
le système de Global Illumination. C'est ce système c'est cette scène qui vous est donnée, vous pouvez la télécharger, et ça montre comment mettre en place la Global Illumination. Et ici, on voit que les murs ont une couleur un peu vers le rouge, parce que justement, il me semble que c'est le sol qui est rouge, et du coup, ça rebondit sur le plafond qui est blanc, et on a le soleil aussi qui bouge, et on voit que la lumière change, et pourtant, tout est précalculé. Alors, ça, c'est... Enfin, on a parlé donc de la lumière temps réel et de la lumière précalculée. Et il y a des outils qui sont proposés par Unity qui permettent de mettre en place un éclairage précalculé, mais d'éclairer dynamiquement certains objets qui bougent. Alors pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle les probe lighting. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, quand votre lumière est précalculée, tout est statique, rien ne bouge, les ombres ne bougent pas, la lumière ne bouge pas. Mais vous pouvez avoir un objet dynamique. Par exemple, si vous créez un jeu et que vous avez un personnage, votre personnage il est forcément dynamique puisqu'il va se déplacer sur la carte. Et pour peu que votre personnage soit vu à la troisième personne, si votre personnage est dans de la lumière et qu'il passe dans une zone d'ombre, s'il rentre dans un bâtiment, ça serait bizarre que son éclairage en ligne ne change pas. Et donc pour régler ce problème, on passe par le probe lighting. Le probe lighting, ça va vous permettre de mettre en place des petites sondes. En fait, ça se présente sous forme de petites bulles. Et vous allez pouvoir créer plein de petites bulles sur votre niveau. Et chaque bulle va recevoir un éclairage. Donc on peut espacer par exemple les bulles de 1 mètre par 1 mètre. Et chaque bulle va recevoir un type d'éclairage. Et chaque bulle communique avec les autres. Et donc chaque élément de votre probe lighting va pouvoir dire ici on a tel éclairage, là on a tel éclairage, etc. Et quand votre personnage va se déplacer sur la carte, le personnage va être éclairé avec la moyenne des bulles qui touchent votre personnage en fait. Donc ce qui est bien avec les probe lighting, c'est que donc ça utilise des algorithmes mathématiques qui sont basiques, ça coûte pas cher, c'est pas complexe à calculer, c'est beaucoup moins lourd à calculer que de la lumière en temps réel. Donc ça permet donc, comme je l'ai dit, d'éclairer des objets dynamiques de façon plus ou moins réaliste. Et après ça marche pas pour les gros objets. Si votre objet est trop gros, si votre objet dynamique est trop gros, ça va faire une moyenne de tous les points et du coup ça sera pas idéal. Donc les light probes, donc ça c'est ce que je vous l'ai dit. Les objets statiques, c'est que les objets statiques qui sont pris en compte dans le bake. Les objets dynamiques peuvent être éclairés avec les light probes, donc en fait ça j'en ai déjà parlé. Et ce que ça donne, c'est ça. Vous allez avoir par exemple un sol avec des couleurs différentes. Et on va mettre plein de petites pastilles. C'est ces pastilles-là dont je vous ai parlé avec l'éclairage. Et du coup, on peut voir sur le mur que la couleur est un peu différente. Ici, on a un mur qui est un peu vert, ici un peu rouge, là un peu blanc. Je peux essayer de vous montrer ça sur Unity. Alors où est-ce que je l'ai mis? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une scène basique où tous mes objets sont statiques, sauf le petit cube ici. Donc tous mes objets sont statiques. Là j'ai mis une lumière émissive jaune et là une lumière émissive bleue. Donc en fait, quand je parle de lumière émissive, c'est que mon matériel, donc le matériel qui est sur mon objet ici, je lui ai mis une couleur bleue, mais j'ai activé la propriété émission. Et la propriété émission fonctionne un peu comme une lumière en fait. Vous pouvez éclairer vos scènes avec des lumières point light, directional light, mais on peut aussi éclairer une scène avec un objet qui a la propriété émission cochée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si je lance le projet, et que je clique sur le cube, on voit que le cube a toujours la même couleur. Peu importe où il a toujours la même couleur. Et si j'active le système de light probe, que vous pouvez voir ici, donc là c'est moi qui ai positionné les points, si j'active le système de light probe, vous allez voir que le cube a plus tendance à tirer vers le bleu là, vers le jaune ici, et là il est à l'ombre, donc du coup il est plus sombre. Et vous pouvez voir en temps réel ici les points qui sont utilisés pour l'éclairage du cube. Donc au plus vous en mettez, au plus votre éclairage sera réaliste.
Parce qu'au plus la densité de points est élevée, au plus l'éclairage sera réaliste. Après, bien sûr, c'est plus lourd à calculer, donc il faut trouver un juste milieu. Mais là, t'as quand même une lumière en haut à gauche, non? J'ai quand même une lumière, effectivement, mais qui me permet d'éclairer ma scène, mais la lumière, elle est bake. Elle Ouais, est- non, mais d'accord, mais... Oui, il y a quand même une lumière, oui. Et du coup, je vous ai aussi dit que ce système de light probe ne marche pas pour les gros objets dynamiques. Voilà ce que ça donne sur cet objet. Donc cet objet est dynamique. Si je mets le cube et que je mets un système de light probe, bah, ça va faire la moyenne de ce que le cube est censé recevoir, et du coup ça donne cette couleur, ce qui n'est pas du tout réaliste. Et dans ce cas-là, quand c'est des gros objets dynamiques, on utilise le composant light probe proxy volume ici, qui va vous permettre de mettre des probes sur l'objet en lui-même, et ça va permettre de récupérer la couleur de façon beaucoup plus réaliste. Donc voilà pour les light probes. Donc ça c'était pour la partie éclairage. Maintenant je vais vous parler des différents modes de rendu. Dans ce que j'appelle mode de rendu, en fait c'est plusieurs systèmes mis en place par Unity pour tout ce qui est le calcul de l'image, le calcul des lumières, etc. Donc déjà, une des choses les plus importantes, c'est le rendering path. Donc en fait, quand vous démarrez un projet, c'est important de bien définir comment est-ce que vous allez éclairer votre projet, comment est-ce que vous allez faire le rendu de votre projet. C'est important de faire cette réflexion en amont, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué si vous avez développé votre projet et qu'au final vous voulez changer de type de rendu, ça va tout casser, ça va être très compliqué en fait il va falloir retravailler toutes les textures. Donc en fait, le rendering path, ça va définir comment est-ce que vos objets vont être rendus. Alors, il y a principalement deux passes possibles. Il y a le forward rendering ou le deferred rendering. Donc déjà, au niveau du choix, ça va être fait en fonction de la plateforme que vous ciblez. Donc là, ce que je vais dire, c'est de plus en plus faux, mais jusqu'à maintenant, c'était plutôt le cas. C'est que si vous êtes sur mobile, par exemple, vous allez forcément partir sur du forward qui est moins gourmand à calculer. En fait, le forward, c'est le mode de rendu qui est activé par défaut et qui est présent dans Unity depuis assez longtemps. Et ça permet de gérer plein de choses. Ça permet de gérer la transparence, ça permet de gérer l'anti-aliasing. Par contre, en forward, vous allez pouvoir calculer que 4 lumières. Si vous avez une scène, que vous avez par exemple une pièce, et dans votre pièce vous avez plusieurs lumières, il n'y a que 4 lumières qui vont être prises en compte pour l'éclairage d'un objet. Donc vous pourrez faire l'essai, il n'y a que 4 lumières qui sont prises en compte. Vous aurez beau rajouter des lumières, ça va plus impacter vos objets. Tandis qu'en mode deferred, vous n'êtes pas limité par le nombre de lumières. Le nombre de lumières, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quels sont les pixels éclairés par telle ou telle lumière. Donc en fait, quand vous allez développer un jeu PC ou un gros jeu, vous allez partir sur du deferred rendering. Parce que dans un gros jeu, vous allez avoir forcément beaucoup de lumière. Et du coup, il n'y a que ce mode-là qui va vous permettre de vraiment calculer l'éclairage que vous avez décidé de mettre en place. Donc là, j'ai fait un récap de ce que je viens de dire. Deferred, c'est ce qui est le plus fidèle et ce qui est le plus approprié quand vous avez un grand nombre de lumières. Et c'est ce que je vous conseille d'utiliser pour un gros jeu PC. Forward, c'est le mode un peu plus traditionnel. J'ai marqué que ça prend en compte plus de features parce que en fait c'est le mode qui existe depuis longtemps et qui est compatible avec le plus de choses, mais vous aurez quasiment pas de soucis en mode deferred. Et j'ai écrit qu'il y a d'autres modes disponibles, mais c'est plus des modes très très vieux qui sont plus utilisés de nos jours, qui sont toujours dans l'éditeur par souci de rétrocompatibilité, mais il y a d'autres modes qui sont plus utilisés. Après le second choix qui doit être fait en amont du projet, c'est le color space. Le color space, ça va définir comment est-ce que votre lumière va être calculée. Et ça peut avoir vraiment un gros impact sur le réalisme de votre jeu. Donc il y a deux color space différents. Vous allez avoir le mode linéaire ou le mode gamma. Par défaut dans Unity, c'est le mode gamma qui est utilisé. Mais le défaut du mode gamma, c'est que quand c'est sombre, ça aura tendance à tirer vers le noir. Et quand c'est très éclairé, ça aura tendance à tirer vers le blanc.
Donc là, la qualité, enfin, je sais pas, la qualité de l'écran, c'est un peu bizarre. Sur le PC, ça rend beaucoup mieux. Mais en mode linéaire, la lumière, on continue de voir la texture en fait du visage. Mais du coup, le rendu n'est pas bon sur l'écran. Il faudra que vous veniez voir tout à l'heure sur le PC. Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'en mode gamma, ça va saturer votre image. Alors que là, l'éclairage va être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus harmonieux. Donc ça, c'est une option que vous devez activer manuellement dans Unity. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur du linéaire qui est beaucoup plus réaliste. Je vais vous montrer ce que ça donne, si j'arrive à retrouver la souris. Donc là, j'ai récupéré une scène sur Internet, enfin sur l'ASS Store. Le package, il s'appelle Nature Starter Kit. Donc là, vous avez une forêt. Et j'ai laissé les options d'Unity par défaut. Du coup, pour passer en mode linéaire, vous allez dans les Player Settings. Alors, bon, c'est... Ah mince, c'est ici. Vous allez dans les Player Settings ici. Et là, au niveau de Other Settings, vous allez avoir le Color Space. Et au lieu de se mettre en gamma, vous allez vous mettre en linéaire. Donc il y a un tout petit calcul qui est fait. Enfin, ça dépend de la taille de votre scène. Là, c'est un peu long. Et vous allez voir que ça va changer quand même pas mal le rendu. Hop. Donc là, c'est ce que ça donne en linéaire. Donc pour la même scène, vous allez avoir un éclairage complètement différent. Et qui est beaucoup plus réaliste. Ça se voit surtout au niveau des troncs ici. Et au niveau du color, ce que je vous ai parlé juste avant le color space, donc le render pass, ça se passe au niveau de la caméra. Au niveau de la caméra, vous avez le rendering pass ici. Et par défaut, il y a écrit Use Graphic Settings. Donc en fait, les Graphic Settings, ça se trouve dans Edit, je crois que c'est Project Settings. Non. Bah merde, c'est où déjà? Ouais, c'est ça. C'est là-dedans que vous avez des options par défaut. Donc ici, ça va utiliser vos options par défaut. Qui, normalement, dans Unity, par défaut, c'est en forward. Et je vous conseille de vous mettre en deferred. Deferred qui sera mieux, puisque ça permettra de calculer plus de lumière. Par contre, il faut savoir que avec ce mode de rendu, vous ne pouvez pas utiliser l'anti-aliasing inclus sur la caméra ici. Donc il faut désactiver l'anti-aliasing, MSAA. Et je vous montrerai tout à l'heure comment mettre en place un anti-aliasing. D'ailleurs, beaucoup mieux que celui intégré par défaut. Donc voilà, c'était pour le Color Space. Color Space, mettez-vous en linéaire plutôt qu'en gamma, sauf si le device vous oblige à être en gamma. Je pense peut-être à l'Oculus, je crois que les casques, il faut se mettre en gamma. Ou certains mobiles, je sais plus, mais en tout cas sur Unity, vous allez pouvoir trouver les devices qui sont pas compatibles justement avec le linéaire. Mais sinon, mettez-vous en linéaire dès que vous pouvez. Donc là, ouais, c'est ce que je vous ai mis en récapitulatif. Certains devices prennent pas le mode linéaire. Je les connais pas, mais vous regardez sur Unity dans la documentation et ils vont vous donner la liste des devices compatibles. Le problème du gamma, c'est que ça a tendance à tirer vers le blanc ou à tirer trop vers le noir si l'intensité de lumière est trop forte ou trop faible. Le gamma est à privilégier pour les devices peu puissants. Si vous visez des Android peu puissants, vous partez sur du gamma qui est un peu plus facile à calculer. Et bon, après, quelques conseils. Limiter les lumières real-time, privilégier le baking. Le mode HDR. Donc le mode HDR, pour High Dynamic Range, va vous permettre de capter beaucoup plus de couleurs et d'avoir beaucoup plus de précision dans votre image. Donc cette option, elle s'active sur la caméra, je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que la caméra d'Unity est capable de filmer plus de choses que ce que votre écran est capable d'afficher ou que ce que votre œil est capable de voir. Donc en fait, avec ce mode HDR, vous allez pouvoir avoir une meilleure précision d'image. Et quand vous activez le mode HDR, il faut passer par des effets de post-traitement pour que justement les couleurs qui sont captées et qui ne sont pas visibles vont pouvoir être compressées pour être affichées dans ce qui est affichable par votre écran. Donc là, c'est un exemple de rendu. Ici, vous avez un affichage standard.
Et à droite, vous avez exactement la même scène avec un affichage en HDR. Et du coup, comme je vous l'ai dit, quand vous activez le mode HDR, il faut aussi passer par des effets de post-traitement, notamment le tone mapping, qui doit être utilisé en complément du HDR. Et le tone mapping, ce que ça va faire, c'est que ça va justement faire en sorte que toutes les couleurs soient correctement affichées à votre écran. Alors pour activer le mode HDR, c'est ici. Vous activez le HDR sur la caméra. Et au niveau du tone mapping, c'est un effet de post-traitement. Donc les effets de post-traitement, vous allez les avoir sur la CES Store. Vous allez chercher post-processing. J'ai pas assez de place. Sur la CES Store, vous allez chercher post-processing stack. Ici. Et vous allez télécharger ce package. C'est un package fourni par Unity par défaut. Qui permet justement de faire du post-traitement. Et comment ça marche? Alors, pour mettre en place un effet de post-traitement, il faut cliquer sur votre caméra. Donc la caméra principale qui filme votre scène. Vous allez ajouter un composant. Vous allez ajouter un post-processing behavior ici. Et ce post-processing behavior prend en paramètre un profil. Donc quand vous avez importé le post-processing stack, ici, vous allez pouvoir faire clic droit, create, et alors on doit avoir quelque chose ici, post-processing profil. Ce profil, vous pouvez le mettre sur votre caméra, et une fois que la caméra a votre profil, vous allez pouvoir configurer tous vos effets. Et là, pour ceux qui s'y connaissent en image, vous allez avoir accès à pas mal d'effets, notamment l'anti-aliasing, ici. Donc on peut activer l'anti-aliasing. Vous avez soit un rendu approximatif rapide à calculer, soit ce qui est le plus utilisé de nos jours, c'est le temporal anti-aliasing, qui va... en fait, c'est basé sur deux images. Ça prend la frame courante et la frame d'après. Ça fait une moyenne de deux frames. Et ça va détecter donc toutes les surfaces qui doivent être lissées. Et ça va enlever tous les escaliers, tous les effets de... crénelage de vos images. Vous avez l'ambient occlusion ici. Enfin, regardez l'image aussi, je désactive, j'active. L'ambient occlusion, ça va mettre des ombres sur les différentes parties de votre scène. En fait, quand vous regardez, je sais pas, quand vous êtes chez vous et que vous avez des formes, vous voyez qu'il y a toujours de l'ombre au niveau de, dès qu'il y a des rebords sur des objets ou sur les coins des murs. Ce que ça fait l'ambient occlusion, c'est que ça va ajouter en post-traitement toutes ces ombres. Là par exemple on a l'herbe, et l'herbe normalement sous l'herbe il y a un peu d'ombre, puisque le soleil n'est pas censé éclairer sous l'herbe. Du coup ça va faire ça. Vous allez avoir l'effet bloom qui permet d'éblouir un petit peu, ici on le voit, je vais essayer de mettre un peu plus d'intensité. Ça permet de vous éblouir, c'est quand le soleil réfléchit sur certains éléments, ça va permettre de vous éblouir un peu. Donc je vais faire exprès de mettre un peu d'intensité pour qu'on puisse voir vraiment la différence. Vous allez avoir l'effet vignette. L'effet vignette pour faire un peu comme le contour des yeux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le tone mapping. Et le tone mapping, vous allez le trouver ici dans le color grading. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer toutes les couleurs et de les rendre de façon... de faire en sorte que vous puissiez les voir sur votre écran. Et par défaut, alors soit vous vous y connaissez en image et vous touchez vous-même tous les paramètres, soit vous utilisez un mode par défaut qui est le mode filmic ici. Et ce mode filmic va appliquer des paramètres qui vont bien pour à peu près toutes les situations. Par contre, je trouve que l'image a tendance à s'assombrir un peu. Et ce que je fais moi, c'est que j'ajoute un peu de post-exposure ici pour éclairer ma scène. Et maintenant, je vais lancer la scène. Et vous regardez ici. Et regardez, je vais désactiver le post-processing et vous voyez que l'image est complètement différente en fait. Ça change drastiquement votre image. Sans toucher aux textures, sans toucher à la géométrie, sans toucher à rien du tout. Juste avec du post-traitement, vous allez pouvoir modifier complètement votre image. Donc là on voit vraiment, quand il n'y a pas d'anti-aliasing ou quand il n'y a pas d'effet lumineux. Donc voilà, tout ça c'est des trucs gratuits que vous pouvez reproduire chez vous. Vous téléchargez le Nature Starter Kit.
où vous téléchargez ce que vous voulez. Vous téléchargez les effets de post-processing, et puis vous vous amusez à toucher à tous les paramètres, à tout bouger, et puis vous verrez ce que vous pouvez faire. Alors, un autre aspect à prendre en compte, c'est que par défaut, vos objets métalliques dans Unity, si vous créez des objets métalliques, par défaut, ils prennent pas en compte la géométrie. C'est-à-dire que ça va juste refléter la skybox. Si vous créez un objet métallique, ça va juste refléter la skybox. Ce qui n'est pas réaliste, puisque si votre objet métallique est à l'intérieur d'une maison, bah, il n'est pas censé voir la skybox puisqu'il y a le toit de la maison. Et du coup, Unity propose des outils qui permettent d'avoir une réflexion beaucoup plus réaliste. Et ces outils, ça s'appelle les réflexions probes. Alors les réflexions probes, je sais pas à quoi je pourrais le comparer. Ça ressemble un peu à une cube map. En fait, une réflexion probe, c'est comme si c'était une caméra qui filmait à 360, donc tout autour. Et donc la caméra, elle filme tout autour. Ça crée une texture, et cette texture va être appliquée à votre objet métallique, de façon à ce que l'environnement qui entoure votre objet va pouvoir se refléter de façon correcte. Ça, c'est une scène basique où on a donc une sphère métallique et par défaut, votre sphère, elle ressemble à ça. Et si vous mettez en place une réflexion probe, votre sphère va refléter le bon environnement. Alors, au niveau des réflexions probes, je sais pas si j'avais préparé un truc. Donc, je vais vous montrer. Au niveau des réflexions probes, c'est dans Game Object Light. Et donc tout à l'heure on a parlé des light probes, c'est ici, et les réflexions probes, c'est ici. Et là votre réflexion probe, c'est un cube. Et ici vous voyez la prévisualisation. Et donc là vous allez pouvoir définir la taille du cube en fonction de ce que vous voulez refléter. Si vous voulez refléter beaucoup d'environnement ou peu d'environnement. Mais ça je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai préparé un projet où ça serait intéressant d'utiliser. Et à savoir aussi que la réflexion probe peut être soit bake, donc on va précalculer la texture, ça bougera pas, soit ça peut être en temps réel, si votre environnement est dynamique. Je vais parler aussi rapidement de la lumière volumétrique, je sais pas si vous connaissez, mais la lumière volumétrique en fait, c'est ce qui va vous permettre de voir les faisceaux lumineux. Quand vous êtes par exemple, je sais pas, dans une usine et qu'il y a de la poussière et qu'il y a de la lumière qui rentre, normalement on voit la lumière au travers de la poussière. En fait, on a l'impression de volume, on a une impression de profondeur. Par défaut, Unity ne permet pas de faire de la lumière volumétrique, du moins pour le moment. Je crois que c'est prévu d'ailleurs dans les prochaines versions qu'on puisse avoir de la lumière volumétrique. Mais c'est un effet qui est quand même plutôt sympa. Ça ressemble à ça. Ça permet de vraiment voir les rayons lumineux. Alors je vous ai dit que Unity ne le fait pas par défaut. Par contre, il y a pas mal de personnes qui ont travaillé sur des outils. Alors je vous en ai listé deux, je crois. Je vous ai listé Aura Volumetric Light, qui est pas mal avec beaucoup d'options, mais qui est plutôt compliqué à utiliser. Mais je vous ai quand même mis le lien. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration avec ce package-là, que vous pouvez retrouver sur GitHub. Donc bien sûr, ces packages sont gratuits et directement intégrables dans Unity. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il est ultra simple à utiliser. Alors je vais juste aller à la slide suivante. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer en live. Je vais partir de cette scène-là. Donc une scène classique, basique. Et... alors... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé donc le package Volumetric Light sur GitHub. J'ai créé un projet Unity, j'ai importé ce package. Donc mon projet Unity est vide avec juste ce pack. Et ensuite, j'ai mis ma scène du tunnel. Et comme vous pouvez le voir, l'éclairage est différent, c'est parce que j'ai juste précalculé l'éclairage.
Alors, du coup, on a notre scène. Alors la scène, comment elle se présente? Elle se présente comme ça. On a un tunnel. Ici, on a une ouverture. Et j'ai mis une lumière directionnelle qui éclaire ici. De cette façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la lumière volumétrique. Donc pour ajouter de la lumière volumétrique, c'est hyper facile. Une fois que vous avez importé le package Volumetric Light, vous cliquez sur votre caméra. Votre caméra, vous allez ajouter un Volumetric Light Renderer qui permet justement à la caméra d'être en capacité d'afficher la lumière volumétrique. Alors au niveau des paramètres ici, il n'y a rien à faire à part le fait qu'il faille sélectionner une texture. Et cette texture, c'est juste un petit point ici, qui est avec votre livret avec le pack. Et ensuite, il faut cliquer sur votre lumière directionnelle. Et sur votre lumière directionnelle, vous allez ajouter la Volumetric Light. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est déjà fini. Vous avez vraiment rien à faire. Alors, vous pouvez pas le voir dans l'éditeur. Pour pouvoir voir l'effet de lumière volumétrique, vous devez lancer le jeu en fait. Et là, vous voyez la lumière volumétrique. Donc en fait, comme je l'ai dit, vous pouvez pas le voir dans l'éditeur, vous êtes obligé de lancer le jeu. De quoi? C'est comme les particules. Les particules, on peut les voir dans l'éditeur. Alors là, on voit que c'est pas très beau. Du coup, on va bouger un peu les paramètres. Je vous laisserai regarder parce qu'il y a la documentation qui est livrée avec le package. Mais on va pouvoir bouger un peu les paramètres pour que le faisceau lumineux soit un petit peu moins violent. Par exemple, l'extinction coef, c'est de quelle façon la lumière va s'atténuer. Vous pouvez ajouter du bruit, si vous voulez ajouter du bruit pour avoir un genre de fumée qui bouge. Donc par exemple, disons que je suis content, que je veux laisser les paramètres comme ça. Si je quitte le play mode, je vais perdre toutes les modifications que j'ai faites. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur ce petit icône là, qui m'ouvre une fenêtre là. Donc vous cliquez sur ce petit icône qui m'ouvre une fenêtre. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur Save Preset, et vous allez pouvoir mettre quelque chose. Vous quittez le play mode. Donc là, j'ai perdu toutes mes modifications. Et ensuite, ici sur mon script, je clique sur ce petit icône. Et là, je vais pouvoir sélectionner mes différents profils. Ça va me remettre toutes mes valeurs telles que je les avais indiquées. Et là, je retrouve ma lumière volumétrique. Donc voilà, c'est juste un petit effet sympa que vous pouvez mettre en place super rapidement. Si vous avez une voiture, vous pouvez mettre ça sur les phares de votre voiture. Si vous êtes dans des bâtiments, vous pouvez mettre un éclairage qui va rentrer dans vos bâtiments. Donc c'est un effet super sympa. Et vous pouvez faire la même chose aussi avec le brouillard par exemple. J'accélère un peu pour pas que ce soit trop long. Moi, ce que je préfère du coup dans Unity, c'est tout ce qui est effet de post-traitement. C'est ce qui a vraiment, je trouve, le plus d'impact sur l'image. Enfin, c'est ce qu'on a vu il y a 3 secondes sur cette scène-là. C'est ce qui a vraiment le plus d'impact sur votre image. Donc, le post-processing, ça permet de modifier votre image une fois qu'elle a été calculée. En fait, tous les calculs sont faits sur la carte graphique et ensuite, une fois que votre image est prête, vous pouvez appliquer un filtre par-dessus. Au niveau des effets de post-traitement, le plus classique, c'est l'anti-aliasing qui permet de lisser donc vos arêtes. L'ambient occlusion qui va permettre de créer des ombres. Vous pouvez même créer des jeux, par exemple tout blanc, sans aucune texture, tout blanc, et juste créer de l'ambient occlusion pour avoir les ombres sur les côtés. Et ça vous donne un rendu super sympa, un peu comme, vous devez voir, il y avait par exemple Mirror Edge qui était pas mal aussi. Donc vous pouvez créer des effets sympas. Le Screen Space Reflection qui va permettre de calculer toute la lumière qui est réfléchie. Si sur le sol vous avez des flaques d'eau, ça va pouvoir mettre des effets lumineux. Vous allez pouvoir créer des flous. Alors soit des flous artistiques, soit des flous de mouvement. Quand votre personnage se déplace, ça va flouter la périphérie des yeux. Les effets de bloom, c'est l'éblouissement. La lumière qui se reflète sur un pare-brise de voiture ou ce genre de choses. Le tone mapper, donc non seulement le tone mapper, comme je vous l'ai dit, ça doit être couplé au HDR, mais ça peut être aussi utilisé de façon totalement indépendante parce que ça permet de modifier votre image. Ça permet de modifier complètement les couleurs de votre image et de faire plein d'effets sympas. Après, vous avez quelques autres petits effets, les effets de vignette pour ajouter des ombres.
le grain pour ajouter un petit peu du coup de grain sur votre image, le dithering ici qui va permettre de lisser vos textures quand vous, enfin je sais pas, quand vous créez des images. Si vous avez une photo et que vous la convertissez en JPEG, votre photo, vous allez voir que les couleurs, comme elles sont compressées, les couleurs sont pas forcément très réalistes. Et cet effet ici, ça va permettre de supprimer les bandes de l'image en fait, ça va permettre de lisser. Je vais vous montrer un projet dans un instant. Et au niveau des plugins, il faut savoir qu'il existe des plugins, notamment Beautify que j'aime bien. C'est des plugins qui vous permettent d'avoir plein d'effets de post-traitement, déjà préconfigurés en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un projet File Open Project. Il est payant, le Ouais, mais après vous pouvez tout faire gratuitement avec les trucs intégrés. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment passer d'une scène. En fait, j'ai fait un jeu déjà, bien fait, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir complètement changer le visuel du jeu, rien qu'avec des effets de post-traitement. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait aller sur l'Asset Store et qu'il fallait télécharger le Post-Processing Stack. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire qui sera la façon de faire dans le futur, dans les prochaines versions d'Unity. Déjà, ce que je vais faire, c'est juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Vous êtes un personnage, vous cliquez pour vous déplacer. Et puis après, il y a des ennemis, vous leur tapez dessus, vous pouvez faire du feu pour vous battre, etc. Donc là, le jeu est déjà... tout est fait, vous voyez, il y a les réflexions probes, il y a le bec des lumières, il y a les décors, tout est fait. Là, c'est fini. On peut considérer ça comme un jeu fini, en fait. Mais vous allez voir que on va pouvoir ajouter des effets artistiques par-dessus. Alors, on va ajouter les outils qui vont nous permettre de faire du post-proc. On va se rendre dans Windows et dans Package Manager. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Package Manager, c'est des outils qui sont encore en preview, qui ne sont pas encore intégrés à Unity, mais que vous allez quand même pouvoir installer. Donc là, vous avez les outils qui sont déjà intégrés, et ici, vous allez avoir les outils qui ne sont pas encore intégrés. Et il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore intégrées à Unity, qui seront là sur la version 2019, mais auxquelles vous avez déjà accès. Et parmi ces outils, vous allez avoir le Post-Processing V2, donc la future version. Et donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur Install ici, et ça va installer le composant dans Unity. Bon, ça prend un peu de temps. Du coup, j'en profite aussi pour dire un truc, c'est que, tout à l'heure, je vous ai dit que la télé, elle affichait pas bien les couleurs. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça, c'est un problème auquel vous allez être forcément confronté. Si vous allez dans un salon, par exemple, présenter votre travail, et il y a des outils en ligne qui permettent de calibrer votre écran, en fait. Quand vous allez dans un salon que vous installez, vous avez des outils en ligne qui permettent de calibrer votre écran, de façon à ce que, peu importe l'écran, vous allez avoir les couleurs que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est une petite précision que je donne, que vous pouvez... faut y penser, quoi. Donc là, je vais essayer d'aller vite. Au niveau de mon jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma caméra. Je vais mettre en Deferred, HDR et pas de MSAA, donc pas d'anti-aliasing. Je vais aller dans File, Build Settings, Player Settings, Linéaire. Donc ça, c'est bon, je suis déjà en linéaire. Et là, je suis prêt à travailler. Donc du coup, on va cliquer sur notre caméra. Et on va ajouter un post... pourquoi ça y est pas? Ah, il y a eu un problème. Post-processing, il est là. Je vais redémarrer Unity. Comme c'est des packages en preview, des fois ça plante. Enfin, ça n'a jamais planté avec moi, mais du coup, je le redémarre. Comme ça devrait prendre en compte mon... Alors, est-ce que ça a marché? Là, ça a marché. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur ma caméra. Et sur ma caméra, j'ajoute un composant. Je vais ajouter un Post-Processing Layer. Post-Processing Layer, ça va me permettre
d'indiquer à ma caméra un layer. Donc les layers, c'est ici. Hein. Les layers, vous allez pouvoir créer, enfin ça permet de faire plein de choses. Ça permet quand vous avez, je sais pas, une interface utilisateur de définir qu'est-ce qui est UI, qu'est-ce qui est pas UI. Par exemple, pour dire si vous faites un clic, ça va toucher un clic UI. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un layer post-processing. Et ici, je dis que mon layer, c'est post-processing. Comme ça, ma caméra, je vais pouvoir lui indiquer que tout ce qui est dans layer post-processing, elle va pouvoir le prendre en compte, ce qui va me permettre justement de pouvoir appliquer mes effets de post-proc. Donc ici, on a de l'anti-aliasing. Je vais mettre temporal. C'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et là, on est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est dans ma hiérarchie, je vais créer un objet vide. Donc, create un petit. Et je vais créer, je l'appelle global parce que ça sera mon effet de post-processing global. Je vais le mettre dans le layer post-processing. Et je vais ajouter un post-processing volume. Donc sur ma caméra, j'ai mis un post-processing layer qui permet à ma caméra de voir les effets de post-proc. Et sur mon objet, j'ai mis un post-processing volume qui permet de définir les effets de post-proc. Donc je vais dire que c'est global. Comme ça, mes effets de post-proc vont s'appliquer partout. Parce que vous pouvez définir des zones en fait. Si c'est pas global, vous pouvez définir quand votre personnage se trouve dans telle zone de jeu, on active ses effets de post-proc. S'il va dans une autre zone, ça active d'autres effets. Là, je vais créer un nouveau profil. Donc mon profil a été créé. Et ici, je vais pouvoir ajouter des effets. Donc là, j'ajoute l'ambient occlusion. Donc je vais m'approcher un peu. Donc j'ajoute l'ambient occlusion. Ici, je peux mettre l'intensité. Et vous voyez, je peux ajouter plus ou moins d'intensité. Ensuite, on va avoir l'auto-exposure. Donc ça, je ne vais pas le mettre, mais l'auto-exposure, ça permet de définir une valeur minimale, une valeur maximale en intensité de lumière. Ce qui permet de faire en sorte que la caméra s'adapte. Un peu comme quand votre œil s'éblouit quand vous regardez dehors. Vous avez une seconde où votre œil va s'adapter. Ben ça permet de faire cette chose-là. Le bloom, ça permet de vous éblouir un petit peu. Par exemple, au niveau des flammes. Vous voyez, si je mets du bloom, les flammes deviennent beaucoup plus intenses. Donc là, je mets un petit peu d'intensité, là, pour avoir cet effet-là. Ensuite, vous allez avoir color grading. Ben, le color grading, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux choisir le mode ACES, qui est un mode préconfiguré. Comme je vous l'ai dit, ça assombrit l'image. Je peux ajouter un petit peu d'intensité. Je peux modifier la température, si je veux avoir une image plus ou moins chaude ou froide. On peut modifier les couleurs. Le grain, ça permet d'ajouter justement un petit grain à l'image. Comme ça. Ce qui peut permettre de faire des effets un petit peu comme si vous avez un jeu d'horreur avec une caméra, ça permet de simuler les effets de caméra. Pareil, pour simuler les effets de caméra, vous avez le lens distortion qui permet d'avoir cet effet-là. On peut mettre une petite valeur pour tordre un peu l'image sur le côté. Vous allez avoir le motion blur qui permet d'avoir un flou de mouvement. Vous allez avoir les réflexions, la vignette qui permet d'avoir cet effet. Et du coup, pour pas prendre trop de temps, je vais vous montrer ce que ça donne. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un projet, donc ce que j'ai pris ce projet là et je l'ai dupliqué. Sur mon autre projet, j'ai ajouté les effets de post-processing. Donc là, on a ça. Actuellement, on a ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec quelques effets de post-proc. Ici, c'est avec tous les effets que j'ai voulu mettre en place. Et maintenant, ça donne ça. Donc sans avoir touché ni aux textures ni à la géométrie, j'ai pu changer les couleurs.
Là, vous voyez que la lumière a changé. C'est parce qu'en fait, j'ai mis un volume qui n'est pas global. J'ai mis un volume spécifique ici. Et quand je suis dans une zone avec des ennemis, au lieu que ce soit bleu, ça devient un peu rouge. Là, pareil, je vais arriver dans une zone avec des ennemis un peu plus loin. Et je change de volume. Là, je me mets dans une zone un peu rouge. Parce qu'il y a le boss, par exemple. Donc voilà, du coup, ce que ça donne avec les effets de post-proc. Et qu'est-ce que j'avais à vous montrer encore ? Ça, c'est des exemples de scènes que j'ai faites. On a une géométrie basique, vraiment basique. Je précalcule la lumière, ça donne ça. Donc on passe de ça à ça. Ensuite, j'ajoute des réflexions, ce qui donne ça, avec un peu d'ombre. Ensuite, j'ajoute du post-traitement, ce qui donne ça. Et puis après, j'ajoute un peu de déco derrière. Et on passe d'une scène basique à une scène beaucoup plus réaliste, sans toucher ni aux textures ni à la géométrie. Je sais pas... Tu me dis si c'est au niveau de la durée. Je vais juste... Je vais vous montrer un autre truc qui est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une scène d'un salon. C'est un salon basique. Pareil, avec juste de la géométrie simple. Et je vais vous montrer en quelques secondes comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc là, voilà, on a un salon basique avec des formes très carrées, très simples. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Au niveau de la caméra, je me mets en deferred, HDR, Color Space, est-ce qu'on est bien là? Bon, je vais laisser en gamma. Après, vous avez des paramètres, hein, n'hésitez pas à fouiller. Vous allez dans Edit, Project Settings, et vous allez avoir Quality, avec tout ce qui est anti-aliasing, etc. Et dans Edit, Project Settings, vous avez aussi Graphics, qui vous permet d'avoir accès à quelques paramètres. N'hésitez pas à regarder, à jeter des coups d'œil. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence déjà par ajouter un background par la fenêtre. C'est toujours plus sympa. J'ai mis des montagnes. Ensuite, on ajoute des light probes. On ajoute de la réflexion. Donc vous voyez, ma réflexion probe me permet vraiment de changer mon décor. Ensuite, dans l'onglet Lighting, on va pouvoir activer la lumière précalculée. Donc ces options, en fait dans Lighting, vous allez pouvoir activer la lumière précalculée ici. Et là, vous allez avoir des paramètres, notamment la résolution de votre lightmap. Au plus la résolution est élevée, au plus ce sera long à calculer. Et dans les paramètres du lightmap, vous allez pouvoir définir aussi l'ambient occlusion pour calculer les ombres dans les coins des murs. Et là, vous voyez que c'est en train de calculer en fait. Ça peut être très très long à calculer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même diminuer un petit peu la résolution. Je vais laisser précalculer. Et ensuite, on va ajouter du post-processing. Donc au niveau du post-processing, je vais mettre de l'anti-aliasing, de l'ambient occlusion, de la réflexion, du bloom et du color grading. Donc le color grading, c'est vraiment ce qui va avoir le plus d'impact. Donc j'ai déjà préparé mon effet, je l'active. Et là, on voit du coup que ça s'applique sur l'image. Et après, il faut attendre encore quelques secondes. Quelques secondes pour... le temps que le calcul se fasse. Et ce que je vous propose, c'est que je continue les slides, c'est quasiment terminé, le temps que le calcul se fasse. Donc là, on a parlé de rendu réaliste, mais on a surtout parlé de visuel. Mais après, quand on parle de rendu réaliste, il n'y a pas forcément que du visuel. Il y a aussi quelque chose que moi j'adore et que je passe jamais à côté, c'est l'audio, et notamment l'audio spatialisé, l'audio 3D. En fait, dans Unity, le son, il est assez basique, c'est du 2D. Mais dans le monde réel, l'audio est en 3D, le son rebondit sur les murs. En fonction de là où vous vous trouvez, si vous êtes dans une cathédrale ou dans un KGB, le son va pas sonner pareil. Unity permet de faire de l'audio spatialisé, mais c'est pas forcément top. Je vous présenterai d'ailleurs pas les outils d'Unity parce que il y a déjà plein de tutos, il y a plein de choses. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est Google Resonance. C'est Google qui a développé un plugin qui est totalement gratuit. C'est un plugin pour Unity qui permet de faire de l'audio spatialisé, mais extrêmement poussé. C'est un package que vous pouvez récupérer donc directement sur internet. C'est ultra puissant, ultra optimisé.
Quand je dis optimiser, c'est optimiser au niveau qualité, mais aussi au niveau performance. C'est ultra optimisé aussi pour les mobiles. Google travaille sur ce plugin depuis très longtemps en fait, parce que ça existait sous un autre nom quand ils avaient commencé à faire par exemple le Google Cardboard en réalité virtuelle, pour avoir de l'audio spatialisé. Et c'est vraiment une solution qui est très puissante et très facile à utiliser. Vous regarderez la documentation sur le Get Start, c'est très bien expliqué. Donc Résonance, ça va beaucoup plus loin que l'audio spatialisé classique. Ça va proposer énormément d'effets, vraiment beaucoup d'effets. Ça va ajouter des fonctionnalités aux fonctionnalités déjà présentes dans Unity. C'est-à-dire dans Unity, vous allez avoir les audio sources qui permettent de jouer un son et les audio listeners qui permettent d'entendre un son. Mais là, avec Google Resonance, vous allez avoir beaucoup plus d'options qui vont venir s'incruster dans ces outils d'Unity. Ça va vraiment fonctionner selon la géométrie 3D. En fait, Resonance, ça peut être soit très simple et vous pouvez juste mettre un cube pour dire ça c'est une pièce et voilà comment ça doit résonner. Soit ça peut être vraiment très 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 poussé parce que si vous avez 50 textures sur votre pièce, vous allez avoir disons 50 matériels. Résonance vous permet de définir quelle est la matière de chaque matériel indépendamment. Je vais pouvoir dire ça c'est du plastique, ça c'est du bois, ça c'est du métal. Et le son réagira différemment en fonction de toute la géométrie en fait. Ça va vraiment donc faire tous les calculs pour avoir de l'audio spatialisé. C'est vraiment très très bien fait. Et comment ça marche? Donc là j'ai mis juste quelques points. Vous téléchargez une version Unity 2017 ou supérieure. Vous téléchargez le SDK. Vous créez un projet Unity, vous importez le SDK. Pour fonctionner, vous devez spécifier Résonance dans les settings. Donc vous allez aller dans Edit, Project Settings, Audio. Et dans Audio, vous allez devoir sélectionner Résonance dans le Spatialize plugin et dans le décodeur. Alors j'ai dit que c'était dans Edit, Project Settings, Audio. Edit, Project Settings, Audio. Et c'est ici dans le décodeur, vous sélectionnerez Résonance. Et dans le spatialiseur, vous sélectionnerez Résonance. Par contre, ça m'inquiète que le backing, il est vachement long là. Qu'est-ce que je peux faire pour le mettre plus rapide? Ouais, ça devrait aller. Donc voilà pour Résonance. J'ai pas fait de projet, mais si vous téléchargez le plugin, vous verrez, il y a des scènes d'exemple. Ensuite, la dernière slide, c'est optimiser un projet. Donc là, j'ai pas mis énormément de choses. J'ai juste quelques astuces. Donc bien sûr, utiliser le profiler d'Unity. Unity met en place un profiler. C'est un outil qui permet en fait, vous lancez votre projet et c'est un outil qui va analyser votre scène et qui va détecter toutes les parties lentes de votre scène. Donc qu'est-ce qui est le plus lent à calculer? Est-ce que c'est la physique? Est-ce que c'est le rendu? Est-ce que c'est le son? Et ça va aussi vous permettre de faire une analyse de votre code pour détecter tout votre code lent. Et ainsi, vous allez pouvoir savoir quoi améliorer. Il y a quelque chose qui va arriver très bientôt dans les prochaines versions d'Unity. C'est une nouvelle façon de coder en fait. Unity est en train de développer un système qui s'appelle ECS, Entity Component System. Et en fait, bientôt, on n'aura plus de programmation orientée objet. On aura plus une programmation qu'ils appellent une programmation orientée données. Et ça va être vraiment une toute nouvelle façon de programmer. Ça va être très perturbant, mais au final, c'est pour avoir avoir un code extrêmement optimisé, extrêmement puissant. Ça va nous permettre de tirer parti complètement du multithreading. Unity va aussi mettre en place un nouveau compilateur qui s'appellera le Burst, je crois. Ça va vous permettre de compiler vos projets pour avoir un code très optimisé et aussi, bien sûr, très optimisé en fonction de la plateforme que vous ciblez. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller qui devrait arriver dans la version 2019 d'Unity. Donc il y a vraiment une nouvelle façon de coder. Ensuite, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle SonarCube, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil qui va vous permettre d'analyser votre code. C'est complètement indépendant d'Unity. Ça permet d'analyser n'importe quel type de langage de programmation. Mais SonarCube, ça se présente sous un truc que vous installez en local, mais ça se présente sous un site web. Et vous allez pouvoir analyser tout votre code, et ça va détecter tous les bugs, toutes les failles, toutes les optimisations de code possibles. Ça va vous donner un score, pour savoir si votre code est de qualité ou pas, s'il est maintenable ou pas. Et ça va vous permettre de faire des analyses.
Ça va vous dire là, vous allez avoir pour 10 minutes de travail pour améliorer ça, etc., etc. Vous allez pouvoir refaire un scan et ensuite ça va vous dire qu'est-ce que vous avez amélioré, qu'est-ce que vous avez gagné en performance. Et ça va permettre de faire des graphiques et de suivre votre travail au cours du temps. Et ensuite, un dernier conseil, c'est d'utiliser les ressources les moins gourmandes possibles. Mais ça, vous le savez déjà. Si vous avez de la géométrie qui est loin de la caméra, du style des montagnes de fond, utilisez des géométries très peu détaillées. Utilisez des textures compressées si c'est des objets qui sont loin. Enfin, essayez vraiment d'optimiser tout ce que vous pouvez pour ne pas avoir trop de choses à calculer. Essayez aussi de penser à votre level design. Enfin, je sais pas, si vous faites un open world, c'est très compliqué à calculer. Arrangez-vous pour faire des montagnes de façon à ce que votre personnage soit toujours entre plusieurs montagnes pour que la caméra ne puisse pas voir très loin pour justement masquer les objets qui sont cachés. Arrangez-vous pour faire du level design qui vous permet justement d'optimiser tout ce qui est affiché à l'écran. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais au niveau des slides. Et là, le rendu est fini de calculer. Ça donne ça. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez comment était l'image juste avant. Mais voilà, je vais essayer de désactiver ça et ça. Sans post-processing et sans lumière précalculée. On passe de quelque chose d'un peu dégueulasse à quelque chose de plutôt pas mal. Sans toucher à la géométrie et aux textures. C'est ça qui est assez impressionnant. En quelques secondes, quand je dis quelques secondes, bon là la scène est simple, mais je vous ai dit un bake ça peut prendre toute une nuit, donc faut pas avoir peur si c'est long. Mais voilà, voilà le genre de choses que vous pouvez obtenir en quelques clics quoi. Donc du coup j'ai fini pour ma présentation. Au niveau des récapitulatifs, il y a tout ce qui est post-traitement à bien regarder. Tout ce qui est lumière précalculée, ça permet d'avoir des lumières réalistes. Les quelques options dont je vous ai parlé, le HDR, le rendu, le color space. Et puis déjà rien qu'avec ça vous pouvez faire... vous voyez la différence déjà d'image. Vous avez déjà 90% de ce qu'il y a au niveau du rendu. Voilà, c'est tout. Et là, tu conseilles du coup de plutôt utiliser le post-processing qui est censé être inclus dans la prochaine version. Quand tu as appelé ça, là, les packages. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Après, je peux pas vous conseiller d'utiliser des trucs encore en bêta pour des projets en production, mais en tout cas, ça marche très très bien. Mais oui, moi je conseille d'utiliser. Est-ce que de passer payant du coup? Non, ça sera gratuit. C'est soit vous passez par le post-processing stack de l'Asset Store, qui est le truc officiel maintenant, soit vous passez par les package managers et celui-là. Mais vous avez vu, quand je l'ai installé, ça a planté, j'ai dû redémarrer Unity. Bon, Oui, non, mais est-ce que quand on passe par les package managers, on peut tomber sur des trucs qui sont pour l'instant gratuits parce qu'ils sont en bêta, non, et qui seront payants après? c'est gratuit. Tout sera gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans tous les effets que tu as présentés, qu'est-ce que tu as testé sur mobile déjà qui n'est pas trop mauvais pour la performance? Le problème, c'est quand tu développes sur Android, moi par exemple, j'ai développé un jeu sur Android et j'ai les statistiques sur Google Play. Je crois que j'ai à peu près 5500 devices différents. Parmi mes joueurs, au niveau des téléphones, il y a 5500 téléphones différents. Et après, parmi ces téléphones, il y a toutes les versions d'Android. Donc, iOS, c'est moins compliqué. Il y a rien, ouais. Donc ma réponse, j'ai pas de réponse pour toi, mais pour les téléphones récents, après ce que j'appelle récent, c'est disons à partir des Galaxy S7, donc ça remonte à il y a 3 ans, non? Tous les téléphones récents, il y a à peu près tout qui passe. Après, il y a des effets qui sont quand même très gourmands. L'anti-aliasing, c'est gourmand. Sur mobile, tu veux utiliser du fast approximate. Ou tu t'arranges pour pas en mettre et avoir de la géométrie. Enfin, tu t'arranges pour faire un style de jeu où ça passe. Au niveau des effets qui sont très gourmands, donc l'anti-aliasing c'est gourmand, sachant que je vous l'ai pas dit, mais Unity est en train de travailler sur un nouveau type d'anti-aliasing qui n'existe pas. Parce que ça existe depuis des années l'anti-aliasing, mais là ils sont en train de travailler sur un truc assez énorme qui sera le plus performant jamais connu et le plus réaliste jamais connu. En fait, ce sera basé sur de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ça va apprendre. C'est un algorithme qui va vraiment apprendre votre jeu et qui va faire un truc ultra réaliste et ultra léger. Mais ça arrivera bientôt. Dans les packages, peut-être que vous pourrez retrouver des trucs sur le machine learning.
Donc ce qui est gourmand, c'est l'anti-aliasing, les effets de motion blur, ça très gourmand quand même sur mobile. Après bon, tout demande de la ressource, mais basiquement c'est plutôt l'anti-aliasing. Et sur mobile aussi, ce qui compte, c'est l'éclairage. Il faut privilégier l'éclairage précalculé. Parce que s'il y a beaucoup d'objets en temps réel, c'est lourd. Et après, tout ce qui est effet de post-traitement, il y en a beaucoup qui ne marchent pas en réalité virtuelle. Le color grading, ça marche. Après, il y a plein de choses qui ne fonctionnent, enfin, qui fonctionneront, mais le rendu sera vraiment horrible. Du coup, vaut mieux privilégier des modèles 3D vraiment simples et après mettre beaucoup de post-traitement pour avoir une meilleure performance que de texte. Mais après, du coup, tu poses la question à moi et tu as mon avis à moi, mais mon avis à moi, c'est oui, utiliser des modèles 3D le plus simple possible. Parce qu'on peut faire des choses vraiment énormes, et sachant que, enfin, moi je suis pas du tout un artiste, mais il y en a qui arrivent à faire des textures vraiment extraordinaires, et sur une géométrie basique, t'as l'impression qu'il y a des reliefs de fou. Donc en travaillant ta texture, tu peux avoir des modèles 3D ultra réalistes. Après, t'as des gros studios, je pense notamment, enfin je crois que c'est Crytek là, quand ils avaient fait Crysis, je crois que le personnage c'était 10 000 polygones quasiment. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Donc après, enfin eux ils poussent le truc vraiment au maximum, et puis il faut avoir une bête de course à 10 000 euros pour faire tourner le jeu, mais après c'est des choix. Mais déjà avec de la géométrie basique, je dis pas de faire du low poly, hein, de faire un truc correct, mais déjà avec de la géométrie simple, tu peux faire des choses très très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Une pièce comme ça combien de temps pour faire un décor comme ça? À modéliser? J'ai pas derrière. Enfin là c'est pas moi qui l'ai modélisé. Par contre, si je devais donner un ordre d'idée, enfin là je donne mon ordre d'idée à moi parce que enfin j'ai déjà modélisé des trucs comme ça me prend ouais peut-être 1 ou 2 jours. Après je suppose que quelqu'un qui fait de la 3D qui est doué, ça reste des formes très basiques, tout est carré là. Hein. Je pense que quelqu'un qui fait de la 3D il le fait rapidement. Tu parles de la modélisation en elle-même ou de la mise en place? Oui, la modélisation. Parce qu'après la mise en place c'est rien, hein. Les meubles on les déplace. La modélisation. Moi je mettrais 2 jours à la faire, mais je suis pas modélisateur 3D. Tu modélises sur Unity? Je modélise non, plutôt sur Blender ou Cinema 4D. Par contre dans Unity maintenant c'est possible de modéliser. Ouais. Et d'ailleurs ProBuilder est disponible. Hein. Et ils l'ont intégré directement. Ils l'ont intégré directement et sinon c'était disponible dans les package managers ici. Ça, Il est de base Ouais. dans chaque projet qui est vierge, ouais, du coup maintenant il y est. comme le texte en produit. Et d'ailleurs au niveau des packages, j'avais les jobs. Les jobs c'est ce qui permettra de faire du multithreading. Burst c'est le futur compilateur qui permettra de faire du code ultra optimisé, ultra puissant. Vous avez des trucs sur la réalité augmentée. Donc comme je vous l'ai dit, Unity travaille énormément sur tout ce qui est rendu réaliste. Ils veulent vraiment être les meilleurs et faire des trucs de fou. Ils sont en train de sortir des nouveaux modes de rendu, notamment le High Definition Render Pipeline. Vous regarderez sur internet. Ils ont des démos, c'est assez impressionnant. Vous avez Shader Graph qui permet de créer des shaders de façon visuelle. Vous touchez pas au code, c'est juste des spaghettis. C'est tout basé sur un système de nodes. Comme sur Unreal? Comme sur Unreal. Et vous pouvez faire des trucs de fou sans coder. Entities, c'est ce dont je vous ai parlé. Entities, c'est la future façon de développer. Voilà à peu près. Et oui, après, ils vont sortir des nouvelles façons de travailler avec les assets. Ouais, Cinemachine. Et les scènes comme on a vu tout à l'heure, 30 secondes du combattant avec les torches, etc. C'est combien de temps pour faire un petit comme ça? Après, C'est c'est... des graphistes tout ça. oui, ça, c'est des graphistes. La modélisation ou la mise en place de la scène? La modélisation, je saurais pas donner un ordre d'idée pour ça. Mais après, ça reste basique. C'est que des pièces qui sont dupliquées, en fait. Hein. Tout est dupliqué. C'est juste des pièces qui s'imbriquent. Après, voilà, on peut créer... C'est pour ça que c'est parce que tu fais de la mise en place. Après. Oui, après, c'est de la mise en place. Et puis tout ça, c'est un truc basique, là. Ça, c'est une géométrie basique, là. Mais au final, c'est très carré, c'est assez rapide. Les lumières, les brouillards, tout ça. La lumière, c'est des particules. La lumière, c'est des particules, donc Unity... ça se trouve sur Internet, déjà tout fait.
J'arrive plus à cliquer dessus. Toi, t'as les- Ouais, voilà. La lumière, c'est déjà tout fait en fait. Mais ça, c'est les systèmes de particules. Les systèmes de particules, dans Unity, on spécifie une texture, on spécifie la durée de vie des particules, l'orientation, dans quelle direction ça doit aller. C'est juste de la configuration ici. Et puis après, ça. Mais oui, après, ça prend un peu de temps pour avoir une scène bien faite. Mais. Il y a un graphiste qui a fait juste la texture, là, de la V, Il y a un graphiste qui a fait, il y a un modélisateur qui a fait les modèles 3D, un graphiste qui a fait la peinture sur justement ces modèles 3D. Et puis après, il y a le level design dans Unity. Assembler les modèles 3D pour créer le décor. et après du développement pour animer la scène. Après, le développement pour animer la scène. C'est cher, c'est ça. Au niveau du développement, je sais plus ce qu'il y a. Il y a le système de déplacement au clic, le système d'attaque, le système d'intelligence artificielle des monstres qui nous attaquent. Après, il y a un système d'inventaire ou de score, mais là, je crois qu'on l'a pas vu, parce que c'est pas le projet fini là. Mais après, il y a le score, l'inventaire. Mais ouais, après, c'est du C#. Et c'est pas très compliqué. Autre question? Tu sais si dans la version 2019, ils vont laisser la possibilité de coder en C#, on va plus devoir s'adapter. Ils vont laisser la possibilité de coder. Enfin, ça sera du C# en fait. Hein. D'accord, on pourra toujours programmer en langage d'objet. Alors, tu pourras soit coder comme tu codes d'habitude, soit tu pourras coder en ECS qui sera très 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 déroutant. Et comme ils savent que ça sera très déroutant, ils ont inventé une troisième façon de coder qui sera l'ECS hybride. Parce qu'en fait, l'ECS, t'as plus de monobiavure, plus rien. Et là, ils ont inventé un système d'ECS hybride qui permet justement de faire la transition et d'écrire un code où ça mélange les deux technologies pour faire une transition en douceur. Donc voilà. Ils ont déjà mis en place des tutos, des choses comme ça, pour pareil, Il y a, non, ils montrent comment faire des trucs très basiques. Sur leur site, ils montrent comment faire des trucs très très basiques, genre déplacer un cube. Après, c'est un pattern que tu peux trouver dans d'autres langages, c'est le pattern utilisé dans plein d'autres. Ouais, en natif, Ouais. Java, il y a Artemis. Tu connais pas Java. Voilà.